Après, quelle perspective pour Ubisoft en 2021? Donc Ubisoft, ils ont publié leur rapport annuel de 2020, d'accord? Donc de l'exercice passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place plusieurs nouvelles choses. Donc déjà au niveau des risques, on en avait parlé, ils ont eu un problème de harcèlement. Donc déjà ça leur a fait passer les risques. Donc quand vous avez un rapport annuel, que vous allez lire, la société l'identifie des opportunités et des risques. C'est très très intéressant d'aller suivre les risques que la société identifie. Et surtout l'évolution de ces risques dans le temps. C'est-à-dire sortez 5 ans de rapport annuel, allez directement à la page, généralement c'est toujours la même, et vous allez voir les risques. Et généralement, les risques ils sont faibles, modérés, forts, très très forts. Ça dépend un peu de la société, mais généralement c'est faible, modéré, fort, il n'y a pas souvent très fort. J'ai déjà vu dans 2-3 boîtes, mais c'est assez rare. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le risque pour attract and retain talent, d'accord? Donc c'est attirer et retenir des talents, il est passé de modéré à fort. Ce qui est très très intéressant, c'est que ça, on le voit aussi dans d'autres studios. C'est-à-dire il y a un manque de compétences, ça c'est le point 1, d'accord? Le, le fait d'être développeur de jeux vidéo, c'est souvent sous-payé par rapport à d'autres secteurs dans l'informatique, c'est-à-dire être développeur, ce genre de choses. Développeur de jeux vidéo, c'est moins payé que développeur de logiciels software, enfin, en mode SaaS pour, je sais pas, pour n'importe quelle boîte, cast ou ce genre de choses, hein. D'accord? Un autre souci, c'est que vous avez dans le jeu vidéo beaucoup de ce qu'on appelle la bro-culture. Donc la bro-culture, c'est un peu un truc machiste, ce genre de choses. C'est ce qui a créé des soucis à Ubisoft. Et du coup, bah là, c'est pareil, pour attirer les talents féminins, c'est plus compliqué qu'avant. Donc vraiment, là, il vous explique que attirer des talents, c'est pas si simple. D'accord? Donc, donc après, il y a aussi un autre souci qui fait que ce risque passe de modéré à fort, c'est que Ubisoft a du mal encore à gérer cette bro-culture. On l'a vu avec plusieurs articles sur plusieurs médias, vous pouvez voir Kotaku, Bloomberg, ce genre de choses, des médias spécialisés en finance et des médias spécialisés en jeux vidéo. Et il y a encore des employés féminins d'Ubisoft qui se plaignent d'une certaine culture chez Ubisoft. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est long à changer. D'accord? Donc ça, c'est assez complexe. Donc c'est déjà le souci numéro un d'Ubisoft, c'est vraiment attirer ses talents et gérer ça. C'est quelque chose d'assez complexe. Autre chose, ils nous font remarquer aussi que le fait d'avoir eu ce souci avec la gestion des employés féminins, ce souci de harcèlement, ça rend plus difficile d'attirer des talents. C'est-à-dire que l'image de marque de la société, elle a été touchée. Un autre point qui est important, c'est qu'ils sont, ils sont obligés de mettre en place un nouveau code de conduite. Donc ils ont recruté quelqu'un qui s'occupe de gérer la diversité dans la société. Il faut former les équipes. Quand vous voulez former des équipes à ça, bah forcément, vous allez les soustraire du temps de travail de base pour les former. Donc ça vous coûte, entre guillemets, quelque chose. Et surtout, il y a un petit souci qui est vraiment plus important, c'est que l'année dernière, à cause de ces harcèlements, Ubisoft a été obligé de prendre des mesures très fortes. Elle a été obligée de virer ou de mettre fin à des contrats avec certaines personnes. Et en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu beaucoup de ces personnes qui avaient des positions importantes, de manager d'équipe, de gestionnaire de jeux vidéo et tout. Le fait de virer ces personnes, qui n'ont pas pu être remplacées directement parce que c'était quand même quelque chose de profond dans la société qui a ciblé plusieurs strates de la société, ça a décalé la sortie de certains jeux et la prise de certaines décisions. Parce qu'en fait, quand vous avez un directeur qui part, bah, les décisions de mettre en place, par exemple, de mettre dans un jeu un budget de 10 millions ou 20 millions, elle peut plus se prendre sans directeur. Donc il faut attendre le recrutement d'un nouveau directeur, que cet directeur voit comment les jeux ont évolué, là où il veut allouer son capital et tout, et qui prennent des décisions. Et donc forcément, ce cycle-là, il peut être assez long. Et comme vous êtes sur des cycles de jeux vidéo, où la construction d'un jeu vidéo, c'est 4-5 ans, et où ça peut très rapidement
passer du le jeu vidéo vaut beaucoup à le jeu vidéo vaut plus rien parce on a raté le développement et qu'on peut plus revenir en arrière, c'est assez complexe. D'accord? Donc il y a vraiment des choses qui sont problématiques pour Ubisoft. Et il y a toujours des places de manager chez Ubisoft qui n'ont pas retrouvé de, de personnes stables. C'est des gens qui sont soit en freelance, soit c'est des gens qui ont été pris en interne mais qui sont là que pendant un certain temps, ce genre de choses. Donc vraiment, il y a énormément de choses à faire pour Ubisoft là-dessus. Et c'est vraiment un gros travail parce qu'encore une fois, dès qu'on est sur des problématiques de gestion d'entreprise RH, vous êtes sur un travail de plusieurs années. Et ça peut très très rapidement mal partir parce qu'il suffit que par exemple il y ait encore une histoire de harcèlement chez Ubisoft et c'est un peu le truc qui s'emballe et entre guillemets la boîte elle va tout le temps être contre et dans un moment où tous les actionnaires ils sont sur l'ISR, sur ce genre de choses, ça peut faire en sorte que même si les performances d'Ubisoft sont bonnes, ça restera un mauvais élève de la classe juste parce qu'il a ce problème là. Donc c'est vraiment un très très gros problème, il ne faut pas l'occulter en tant qu'investisseur, hein. C'est très très important. Et c'est pour ça que c'est intéressant les PME, parce que c'est plus facile d'identifier ces problèmes de culture dans une PME que de l'identifier dans un grand groupe. Parce que si vous allez voir les avis sur travailler chez Ubisoft, vous allez en trouver des dizaines de milliers. Et comment vous pouvez savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Quand vous êtes dans le secteur, vous avez des avis un peu d'insider, ce genre de choses, c'est un peu plus compréhensible. Mais quand vous êtes un actionnaire lambda, bah vous avez qu'Internet pour vous donner des informations, c'est déjà un outil miraculeux, mais entre guillemets, c'est un peu complexe de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Quand c'est une PME et que vous avez 100 avis sur les plateformes d'avis d'employés, bah, vous êtes capable de remonter, vous êtes capable d'aller sur LinkedIn, puis de parler un peu à des employés, d'essayer de glaner des informations, de recouper par rapport à plusieurs employés, et puis ça vous donne une image de la société. Mais quand c'est des gros groupes, c'est pas possible. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Dans un gros groupe, le risque RH, il est considérable et il est très difficile de l'identifier. Vous pouvez pas vraiment savoir quand est-ce qu'il va se matérialiser. Le plus intéressant, c'est de savoir s'il est localisé au bas de l'échelle, parce que ça arrive assez souvent, ou si c'est vraiment quelque chose de généralisé partout. Et ça, si c'est généralisé, ça peut poser énormément de problèmes. Typiquement, il y a beaucoup de problèmes RH chez EDF. Chez moi, je n'irai jamais investir chez EDF parce qu'il y a beaucoup de problèmes RH chez EDF avec une vision de la société qui est très complexe. Et à mon avis, tant qu'ils n'auront pas résolu ces problèmes-là, même si ils sont meilleurs que les autres dans leur exécution de stratégie, la création de valeur, elle devra être partagée autrement et du coup, pour nous, investisseurs, ce sera moins rentable. D'accord? Donc vous avez plein de choses qui se mettent en place et qui sont intéressantes, hein. Bon, ils ont quand même mis en place énormément de nouvelles choses, hein. Donc ils ont recruté un VP de la diversité, enfin comme beaucoup de boîtes américaines et tout. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est que le moment où vous recrutez cette personne et le moment où il va y avoir vraiment des changements en interne, c'est complexe. Et surtout, vous avez des risques de friction quand vous commencez ces changements. C'est ça qui est le plus complexe. C'est-à-dire, vous êtes actionnaire, vous avez identifié ce risque, la boîte l'a identifié, elle essaye de changer les choses. Il peut y avoir des réactions en interne. Et ces réactions, elles peuvent être violentes. Chez Google, on les a vues, ces réactions. Sauf que Google, c'est une telle machine que même s'il y a un problème au niveau RH, la machine continue de tourner. Parce qu'elle est assise sur quelque chose de mécanique qui s'auto-entretient. Mais pour une boîte un peu moins forte, assise sur des bases un peu moins puissantes, bah en fait, la machine, elle peut devenir grippée par ça, en fait, hein. Et donc, c'est très très complexe. Donc moi, je vous invite à beaucoup lire sur les aspects RH d'Ubisoft et vraiment aller sur les revues spécialisées, ce genre de choses, parce que une partie du souci d'Ubisoft il est là et donc c'est là qu'il faut concentrer en partie votre vision de la société. Donc ça c'était les risques, hein, et c'est la société qui les a identifiés elle-même, d'accord? Vous avez après d'autres avantages. Les avantages, c'est par exemple les joueurs actifs, donc ils sont passés de 117 millions à 141 millions. Donc quand même c'est important, c'est une vraie hausse. Alors c'est dû au Covid, mais pas que.
le coût de production des jeux, il a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport annuel, ils nous ont dit les jeux plus les films. Et dans le rapport annuel précédent, ils n'avaient pas mis ce petit rajout des films. Donc ça nous montre bien cette vision qu'il y a d'aller chercher et d'aller pousser ces licences un peu partout. Et je vous ai déjà expliqué que c'est comme ça qu'on crée de la valeur. C'est-à-dire si vous l'exploitez que sur des jeux vidéo, bah vous perdez la valeur que vous pouvez créer sur les films, sur tout le reste. D'accord? Au niveau du RH, encore une fois, d'accord. Bon, vous avez toujours une population d'employés qui est très très jeune, hein, d'accord. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que c'est une société qui a besoin d'avoir des employés qui sont jeunes, ce genre de choses. Vous avez au niveau du siège un nombre d'employés qui a beaucoup monté, donc ça veut dire qu'on commence à structurer la société, ce genre de choses, hein. Donc ça, c'est intéressant. Il y a autre chose, mais ça c'est très petit, c'est la société emploie 13 personnes qui ont moins de 18 ans. Donc ça, c'est intéressant. La plupart du temps, c'est des gens qui sont connus dans le monde du jeu vidéo, des streamers, ce genre de choses, qui sont très jeunes. Voilà. Mais pour en avoir parlé avec certains investisseurs, il y en a qui sont venus vers moi et qui m'ont dit mais tu te rends compte, ils emploient des mineurs et tout. Oui, non, mais en fait, il faut bien vous dire, ce que vous allez faire, ce que vous allez chercher là, c'est des gens, enfin, c'est un peu comme si l'Olympique Lyonnais vous disait j'emploie 50 mineurs. C'est pas elle emploie 50 mineurs, c'est dans son centre de formation, elle a 50 mineurs. C'est bien normal. Donc il faut pas non plus avoir peur de ce genre de choses. Et ça, il faut bien comprendre la stratégie. Au niveau aussi du, du RH, dans le rapport annuel, le nombre d'heures travaillées a légèrement monté, la productivité a légèrement monté et surtout, le taux d'arrêt maladie a beaucoup diminué. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, il nous explique plus ou moins en détail ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant au niveau RH. Donc déjà, il vous explique que bah, du coup, le fait qu'on n'aille plus sur les lieux de travail ou qu'on respecte plus les distances barrières, ça a limité les infections saisonnières, la grippe, ce genre de choses. Et aussi, ils ont une diminution dans les burn-out et dans les pathologies psychologiques. Donc ça veut dire que la société a été capable de gérer optimalement le passage du on est au bureau au Covid. Ça veut aussi dire peut-être que au bureau, il y avait des problèmes avant. Donc il y a des choses à gérer. Après, encore une fois, vous n'êtes pas en interne, donc vous ne pouvez pas. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand ils vont revenir au bureau, est-ce que vous voyez ce taux de burn-out remonter ou pas? Ce taux d'accident du travail remonter ou pas? Si vous voyez ce taux remonter et qui remonte de façon considérable, ça veut dire qu'en interne, il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien, hein, d'accord? Au niveau de la consommation carbone, qui est quelque chose qui est très utilisé, bah déjà la société, elle a fait un gros gain. Et ça, c'est intéressant pour beaucoup de sociétés. C'est 25% du coût carbone de la société, c'était des voyages. Et c'est 2% en 2020. Ça vous montre encore une fois ce qui s'est passé avec le Covid. Et ce qui nous explique dans le rapport annuel, c'est qu'ils pensent qu'ils reviendront jamais au taux d'avant. C'est-à-dire ils ont réussi à se dire que là où avant, pour faire des réunions, par exemple, ils prenaient l'avion, bah ils en ont plus besoin. Et ça, encore une fois, c'est des petits trucs que vous avez dans des rapports annuels. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller en lire plusieurs. Parce que si vous voyez ça dans plusieurs rapports annuels, c'est une tendance. Et du coup, ça vous permet de comprendre un peu mieux la macroéconomie et ce qui se passe. Et moi, je peux vous assurer que les voyages d'affaires, ils reviendront jamais comme avant. Parce que c'est pas qu'une question des gens. Parce que si c'était que les gens, vous avez beaucoup de personnes qui préfèrent aller en voyage d'affaires, se taper des restos et tout mettre sur le frais de la princesse. D'accord? Donc les gens seraient repartis comme avant. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui vont dire non, mais écoute, tu vas pas faire ta réunion en prenant l'avion parce que tu comprends, au coût du crédit carbone de la société, ça va faire ça, donc il va falloir le mettre dans notre rapport. Donc c'est pas bon, donc tu restes là et tu fais ça sur Zoom. Et donc là, vous voyez que c'est plus qu'une question de prix. Parce que si c'était qu'une question de prix, je vous dirais, dès que les boîtes vont mieux, dès que la vie va mieux, on reprend les voyages d'affaires comme avant. Mais vous avez aussi une notion de coût carbone des voyages. Et ça, vous ne l'aviez pas avant. Et donc ça vous montre que les sociétés, elles voient l'évolution de ce poste dans sa globalité. Et pas que dans un système de coûts. Mais il y a aussi, ça veut dire que ça a diminué les coûts de transport de la société qui a pu les déployer autrement. Et ça, c'est des facteurs d'optimisation légère de la marge de votre business. Mais ce qui est intéressant, c'est que si c'est
dupliqué sur une dizaine, enfin sur tout l'univers des sociétés, même si ça joue sur 0,1% de marge, au niveau macroéconomique, 0,1% de marge, mais quasiment sur toutes les sociétés de la planète qui ont une certaine taille, ça fait du chiffre. D'accord? Et donc, après, ça va jouer. Si c'est que pour une société parce qu'elle se suroptimise, c'est intéressant d'avoir cette société et de savoir que cette société se suroptimise, mais ça n'a pas d'importance globale. Si par contre toutes les sociétés commencent à développer la même stratégie, ça a une importance globale. D'accord? Donc autre nouvelle qui n'était pas dans le rapport annuel, Ubisoft Canada a commenté, et donc Ubisoft sur Assassin's Creed, il y avait un cycle de sortie du jeu. Et généralement, il y avait 2 studios qui géraient Assassin's Creed, et en fait, il se passait le flambeau. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui développait l'Assassin's Creed, l'autre qui sortait le sien, puis après, celui qui développait sortait le sien, l'autre travaillait sur un autre, et ça se faisait comme ça. Avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a été obligé de coopérer. Et ils se sont rendus compte que là où avant, ils avaient décidé de dire chaque studio fait son Assassin's Creed parce que c'est trop difficile de coopérer à distance, bah, ils ont mis en place de façon obligatoire de telles méthodes de coopération que maintenant, ils vont regrouper les 2 studios dans un ensemble commun qui va travailler Assassin's Creed dans un jeu constant. Donc déjà, je vous ai déjà expliqué que le but de la licence Assassin's Creed, c'est un peu comme la licence GTA, c'est de passer à une utilisation constante, c'est-à-dire de faire en sorte que les joueurs jouent constamment et qu'on soit dans un jeu, non pas qu'on renouvelle tous les 2-3 ans, mais un jeu qui se renouvelle tous les X mois avec des nouvelles choses, et les joueurs continuent à jouer et ils jouent dans le temps. Au lieu de se dire ils vont jouer beaucoup au début, puis après ils vont arrêter de jouer, puis ils vont revenir jouer quand on va sortir un nouvel opus. D'accord? Donc ça c'est intéressant dans ce cycle-là. Ce que ça nous apporte aussi, c'est quelque chose de très très avantageux pour nous. Ça nous montre que la société, elle a été capable de créer une vision qui lui permet de faire coopérer des gens qui sont très très loin. Et ça c'est intéressant, parce que ce qui est très complexe généralement, c'est vous avez des actifs de production, donc vous avez des équipes de développement au Québec, d'accord, à Montréal. Vous faites un jeu. Vous êtes dans la dernière ligne droite du jeu. Vous avez besoin de réparer des bugs. Vous pouvez difficilement recruter des gens à Montréal en quelques semaines. Par contre, si vous avez une capacité de gérer la relation avec les autres, d'accord, et de faire tout ça, et que vous avez une capacité de travailler de travailler à distance comme ça. En fait, vous allez pouvoir dire, par exemple, aux développeurs d'Ubisoft Annecy, vous allez travailler avec les développeurs d'Ubisoft Montréal pour finaliser le jeu. Et avant, c'était assez complexe ce système de relations, parce qu'on faisait beaucoup de choses quand même en présentiel. Et on a développé toute une gamme d'outils collaboratifs qui permettent de développer à distance. Et croyez-moi, développer un logiciel à distance, c'est pas si simple. C'est pour ça que les boîtes qui travaillent en remote, donc qui travaillent avec des gens partout dans le monde, elles développent souvent des avantages concurrentiels qui sont très forts au niveau de la gestion du développement. Parce que pour pouvoir développer un projet qui est un peu important en étant chacun déployé partout dans le monde, ça vous demande des compétences de gestion de projet qui sont hors du commun. Donc ça veut dire que si vous avez une boîte qui fait un produit A, une autre boîte qui fait un produit A, et ces 2 boîtes, vous en avez une, elles font le même produit, mais vous en avez une, tous les devs travaillent en présentiel, et l'autre, tous les devs travaillent en remote, vous avez plus de chances que la boîte qui travaille en remote soit suroptimisée et avec des compétences un peu plus fortes que la boîte qui travaille en présentiel. Alors après, c'est pas tout le temps vrai, hein. Des fois, la boîte qui travaille en remote, elle fait juste avec des bouts de ficelle et ça marche, mais c'est pas normal que ça marche. Mais de manière générale, c'est quand même une tendance qu'on voit de plus en plus dans la Silicon Valley. C'est cette tendance de, il y a quand même quelque chose qui est important pour qui est une optimisation des boîtes qui travaillent à distance. Donc ça c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il vous explique que cette vision de regrouper Assassin's Creed dans une brique qui est gérée globalement, c'est aussi une vision
pour projeter la licence plus loin dans le temps. Et donc ça vous fait le parallèle un peu avec ce qui s'est passé avec The Division et l'ouverture de The Division aux films, aux séries, aux bouquins, à ce genre de choses. Ça vous montre que Ubisoft est vraiment dans la construction de studios phares qui vont s'occuper d'une licence, et en fait vous avez au sein d'Ubisoft des mini-empires qui vont s'occuper que d'une licence, et leur but ça va être d'horizontaliser cette licence, de la faire marcher sur séries, sur films, sur bouquins, sur parcs à thème, sur plein de choses, le plus de choses possible. Et donc ça c'est intéressant, hein. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui a un gros avantage à long terme. C'est ce qu'on attendait de comme mise en place stratégique d'Ubisoft quand même à long terme.